Moi, je lance de mon côté. Et Voilà, c'est puis... bon, on est à l'antenne. Voilà, bonsoir. Bienvenue là sur la radio RTM et sur Extrême Météo pour les maîtres du temps. Donc, je salue notamment les internautes qui arrivent tout doucement là pour nous suivre. Hein. Donc, je pense qu'on est aussi également en direct sur la radio, n'est-ce pas? Oui, je confirme. Voilà. Bonsoir. Donc, bonsoir Jessie, bonsoir Morgane. Bonsoir messieurs, Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir les voilà. auditeurs. Encore une fois, bonsoir à tous les auditeurs auditrices, bonsoir aux internautes. Et donc on va démarrer tout doucement. Actualité chargée comme d'habitude, si je puis dire. Et donc ce soir on va vous parler surtout abondamment du risque de canicule, enfin du risque de canicule, une canicule qui a priori s'annonce pour la moitié sud, d'ores et déjà, qui est certaine. Des fortes chaleurs pour la moitié nord également. Ça pourrait même peut-être aller au-delà. Euh, donc voilà, on va vous donner un peu les précautions à prendre. On va essayer de faire un tour le plus complet possible, comme on a l'habitude de faire. On va essayer de se projeter le plus loin possible, sachant que c'est pas toujours si évident que ça. Et puis voilà, donc bien sûr, on répondra en priorité à vos questions-réponses. Alors je suis bien emmerdé parce que vos questions et vos réponses ne s'affichent pas. Ah si, ça y est, c'est bon. Donc c'est sûr que si j'ai pas d'affichage, Bon, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai pas mal, on a déjà beaucoup de monde là qui nous a rejoint, donc c'est très bien. Donc Jessie, Morgane, je vous laisse aussi introduire la chose, comme on dit. oui, ben, comme dit Joanne Boulet, par exemple, qu'on salue sur chat, oui, attention à la chaleur la semaine prochaine. Hein. Ah ben ça, c'est ce qui va faire l'actualité. Ouais. C'est clair et net. Hein. La chaleur au cœur d'un été déjà particulièrement chaud. On l'a vu dès le mois de juin, il n'y a pas eu de véritable période de fraîcheur marquante qui s'est produite, j'ai envie de dire jusqu'à présent. Oh, non, hein. Quand on regarde les graphiques, Un peu plus en juin, très temporairement, juste après le solstice de l'air bien plus frais qui a déferlé sur le nord de la France, le nord-est de la France. Mais c'est vrai que depuis en juillet, aucun véritable épisode frais. Bah, Ça ouais. de la chaleur de temps en temps. Bah, Mais ce qu'on observe, c'est que jusqu'à présent, cette chaleur, elle n'a jamais été particulièrement forte, à part en fin de semaine dernière. oui, c'est oui, vrai. Ouais. c'est vrai. Mais on a une régularité, on a une grosse régularité. Alors c'est vrai qu'en termes de chiffres basiques, on a quand même un été qui est d'ores et déjà, même avant la canicule enfin avant les derniers jours qui ont été très chauds, et puis la canicule qui arrive, on est quand même déjà dans des étés vraiment chauds. Mois de juin, anomalie positive de plus 1,7 degré, faut le rappeler. Donc ce qui faisait du mois de juin 2018 le cinquième le plus chaud depuis 1900, donc cinquième rang quand même. Le mois de juillet qui est quasiment terminé, on est le 29 juillet, un état des lieux a été fait il y a 2 jours, donc on est environ à plus 2,4 degrés par rapport à la normale, et donc le mois de juillet se situe d'ores et déjà au troisième rang des mois les plus chauds, des mois de juillet les plus chauds depuis 1900 également. Donc voilà, ça nous quand même donne une perspective sur cet été quand même qui est particulièrement chaud, mais comme dit Morgane, qui s'est pas vraiment retranscrit par des canicules, qui s'est retranscrit surtout par une forte chaleur régulière, quoi. Voilà. Et forte chaleur remarquable sur la moitié nord, parce que sur la moitié nord, une autre indication, le trimestre mai, juin, juillet a été le plus chaud depuis 1900 sur la moitié nord. Voilà. Donc ça vous donne quand même déjà, ça vous retranscrit un petit peu déjà où on situe tout cela, et c'est loin d'être négligeable. Non, non. Ben, c'est vrai que je suis pas étonné par ces chiffres. Moi qui ai vécu dans le Nord, là, ce trimestre-là. Bon, j'ai peut-être pas autant de recul que dans le Sud, où j'ai vécu plus longtemps, mais c'est vraiment surprenant. Oui, ça surprend quand normalement à Paris, il fait 25 degrés en moyenne l'été. C'est pour ça que j'ai voulu rester à Paris l'été. Je me suis dit, bon, ben, avec 25 degrés, c'est sympa, quoi. Au final, on avait plutôt 30 degrés quoi, en moyenne.
Donc, bon, je me suis dit, tiens, le climat du Sud s'est déplacé vers le Nord. C'est ce qu'on pourrait croire, hein, que ça remonte un peu plus au nord, mais la faute à un blocage anticyclonique qui persiste depuis avril ou mai. Ouais, c'est ça. Qui est sans cesse renouvelé jusqu'à présent. Ouais. Alors, voilà, les commentaires, c'est catastrophique ce soir sur Facebook. Moi, ils s'affichent pas, donc je vais avoir beaucoup de mal à suivre, honnêtement. Et je sais pas pourquoi. La semaine dernière, ça s'affichait très bien. Ce soir, Alors bon, je vais essayer de voir. Alors bon, on salue tout le monde. Alors il y a Ludo, en particulier, il nous dit donc a priori une vague de chaleur qui montera jusqu'au nord-est d'ici au 5 août, voire plus. C'est le risque. Hein. Ah oui, ouais. Oui, clairement. Oui. Pour le nord-est. Hein. Oui, bon, ça. L'extrême nord qui pourrait être un petit peu plus épargné à la rigueur, mais c'est tout. Hein. Sachant que déjà les prochains jours seront déjà chauds dans le nord-est. Hein. On aura souvent entre 30 et 33 degrés. Bon, ça pourrait monter un petit peu en cadence en fin de semaine. Donc bon, la zone nord-est, on reste encore la zone un petit peu où c'est un peu délicat après par la suite de vraiment voir si ça passera vraiment en canicule, hein, si on peut dire. Mais bon, le risque il est là, hein, il est important, hein, de toute manière. Donc voilà, et en plus, d'autant plus que la tendance de fond des modèles, il faut bien le dire, depuis hier, elle est mauvaise. Alors elle est mauvaise, c'est-à-dire que on voit de plus en plus un risque de canicule généralisé. Donc les modèles faut remonter de plus en plus les masses d'air bouillantes de la péninsule ibérique. Donc là on a une tendance qui est franchement défavorable. Donc on va voir si elle se poursuit demain encore, mais clairement on pourrait aller vers quelque chose de marquant. Alors je veux pas faire dans l'alarmisme, mais c'est quand même préoccupant. Ça peut être préoccupant quand même. En tout cas, c'est vrai que les médias ils commencent à en parler un peu plus sérieusement. Par exemple, Damien Mathieu nous dit que sur une chaîne de télévision, du groupe M6, ils ont dit que de fortes chaleurs sont prévues au moins jusqu'au 15 août, quoi. Hein. Donc, bon. Oui, c'est possible. Oui, cette année, c'est carrément du domaine du possible, parce que de toute manière, on voit une situation synoptique qui bouge pas trop, avec toujours ce qu'on appelle COG au potentiel. Donc ce dôme d'air chaud là qui remonte continuellement sur l'Europe, donc air qui est parfois même très chaud en altitude. On a eu donc la Scandinavie aussi qui a battu des records de température, avec même également des incendies de forêt. Bon, au niveau de la Scandinavie, graduellement ça va se calmer un petit peu. En fait, le blocage anticyclonique scandinave va un petit peu s'effacer. En fait, on va avoir une migration plutôt vers des hautes pressions qui vont être plutôt concernées justement l'Europe de l'Ouest à partir de la péninsule ibérique. Donc, et des racines subtropicales. Voilà. Alors, on y gagne, nous personnellement, nous, la France, on n'y gagne pas au change parce que finalement, jusqu'à maintenant, on avait réussi à échapper à la canicule. Bon, sauf cette semaine où on a eu quelques départements en vigilance et où il a fait quand même très chaud. Mais là, franchement, avec la situation qui se présente, si elle se confirme sur les modèles, ça se présente mal. Hein. Là, je pense qu'on va avoir de toute manière des difficultés d'y échapper à l'échelle, même quasiment à l'échelle nationale, quoi. Ah ouais, c'est clair. Hein. Et cette chaleur, cette forte chaleur, même pas avoir des conséquences sur la végétation, comme nous dit Dominique Massé sur le chat Facebook, qui nous dit attention aux chutes de branches, même sans vent, parce que c'est dû à la formation de bulles de gaz dans les canaux de Sèvres, à cause de la chaleur extrême qu'on a connue ces derniers temps. Et d'ailleurs, il nous dit c'est la première fois que j'ai entendu une branche, soi-disant, exploser. Donc, je ne connais pas trop ce phénomène, mais effectivement. Exploser. Voilà. Les chaleurs peuvent avoir des conséquences. Oui, bien sûr. De manière, la chaleur. La forte chaleur a des conséquences et on aura certainement malheureusement cette semaine. Alors bien avec notre monde moderne, on a quand même beaucoup de systèmes on a les Wi-Fi par exemple, on a Internet, tout ça craint la chaleur à un certain niveau. Hein. Donc il y aura des conséquences de toute manière et donc pas que des bonnes conséquences. Hein. Alors bien sûr, par rapport à 2003, on est quand même mieux pourvu pour combattre la chaleur. On a davantage de climatisation, ça c'est quand même une bonne chose, même si la climatisation a des mauvais côtés par ailleurs parce que elle contribue au réchauffement climatique. Mais voilà, bon, faut vivre avec notre époque. Mais au-delà de ça, on a quand même, il risque d'avoir des problèmes. Bon, on a vu quand même que je sais pas, mais l'incendie du transformateur, par exemple, qui s'est passé à Issy-les-Moulineaux.
donc qui a affecté notamment la SNCF et donc notamment tout le trafic à partir de la gare de Montparnasse, la chaleur est responsable a priori. Hein. De toute manière, par exemple sur les Watchman de fer, les caténaires, à partir d'un certain niveau de chaleur, ils ont du mal à supporter, quoi. Hein. Après, il y a des phénomènes de dilatation qui s'opèrent, et pas que nécessairement sur les caténaires. Hein. Ça touche aussi d'autres domaines. Donc vraiment, voilà, notre société moderne, elle est pas si pourvue que ça. Je dirais, elle est pas si parée à affronter de telles chaleurs, quoi. Voilà. Et les gars, à propos, via ma page météo régionale, j'ai des questions que je vais vous retranscrire là maintenant, si vous le voulez bien. Oui, de toute façon. Alors, j'ai Cindy qui me demande, va-t-il pleuvoir un peu pour l'herbe? Les bêtes ont faim. Pas de pluie attendue cette semaine. Bah oui, la réponse est non, hein, malheureusement. Ça dépend où elle se trouve, mais c'est vrai non, que. Bah après, si c'est comme c'est certainement en Haute-Vienne, donc du côté de. Je réponds à l'échelle régionale, à part peut-être un tout petit risque d'orage, et encore, j'y crois pas trop mardi soir, on n'attend pas de précipitation la semaine prochaine. Non. Après, j'ai aussi Fabrice qui me demande donc canicule ou pas pour août. Bah, pour le week-end prochain, enfin, on va dire au moins entre vendredi et lundi prochain, à l'échelle régionale, ça semble se confirmer la canicule. Ouais, franchement, on peut le dire. Hein. Oui. Alors, j'ai la moitié sud de la France au moins. Ouais, alors j'ai un commentaire qui me tient à cœur dont il faut parler, c'est le commentaire de Johan Boulet là, que l'on salue, donc qui fait d'ailleurs partie de la radio Ice Age, donc nos confrères qu'on salue. Voilà. Donc il nous dit il faudra se méfier que le flux ne se redresse pas plus au sud, ce qui pourrait qu'un épisode de canicule comme 2006 voire peut-être 2003, mais affaire à suivre. Là je dirais qu'il soulève une vraie question, parce qu'on voit ce soir, alors là on rentre un peu dans la technique, dans la synoptique, on voit ce soir notamment sur le CEP que le flux a tendance à être un peu plus au sud sur l'Europe de l'Ouest à cause ce qu'on appelle un Talweg, une descente, un creux dépressionnaire qui s'opère un peu plus profondément sur le centre de l'Atlantique. Donc ça fait effet de balancier à l'avant, on se retrouve dans l'afflux de haut géopotentiel et dans l'afflux des masses d'air bouillantes en flux de sud à sud-ouest. Et c'est vraiment ce qui est à craindre et ce qui nous pend au nez, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle le système de la pompe à chaleur. Parce que jusqu'à maintenant, sur les modèles, on n'avait pas cette pompe à chaleur, ce qui nous permettait d'éviter le pire, quoi, on va dire. Mais là, si ça se dessine un peu et que les modèles se confirment demain, attention, quoi. Ouais. De toute façon, toute la semaine, on sera sur le qui-vive, parce que c'est vraiment c'est une situation. Alors, on prend vos commentaires un peu à la volée, parce que la priorité, c'est quand même de répondre à vos questions et vos interrogations. C'est surtout ça qui est prioritaire pour nous. Donc, j'ai Ludo qui nous dit ce qui est inquiétant, c'est le manque d'eau et pas de changement prévu jusqu'au moins le 15 août. A priori, d'après les modèles, quelques orages de chaleur peut-être sur les reliefs. Alors, le manque d'eau, oui et non. On va quand même un petit peu. C'est ça. Voilà, Allô? Oui. Allô? Bah, si on parlait tous en même temps, j'ai l'impression. Donc, ça va. Non, je disais le manque d'eau. Je voulais nuancer. On n'est pas dans la situation de l'année dernière quand même. On en est loin. Même s'il y a déjà des arrêtés dans je sais plus combien de départements, peut-être plus de 25. Mais on n'est pas on a surtout une sécheresse de surface qui est prononcée au nord de la Seine, près des côtes de la Manche aussi, également. Alors dans certains secteurs également. Mais globalement, le niveau des nappes phréatiques, quand même, suite à l'hiver qui a été très pluvieux, est quand même bien remonté un petit peu partout. Donc, on n'est pas quand même dans la situation de tension qu'on a pu avoir l'année dernière. Parce que c'est vrai que ces derniers jours, moi, j'entends beaucoup parler de sécheresse. Alors, attention, sécheresse, oui, dans certains secteurs. Sécheresse de surface, oui, dans certains secteurs. Mais pas dans des conditions aussi démesurées que l'année dernière. Donc, il faut quand même aussi encore nuancer un peu ces questions, parce que comme le ton est ces derniers jours au catastrophisme, et encore plus là avec ce qui se présente, il faut quand même peut-être pas non plus tout mélanger, quoi. Voilà. Par contre, donc, je répondrai à la deuxième question. Donc, pas de changement prévu jusqu'au moins le 15 août. On peut pas le supposer, mais on peut le subodorer, ouais, d'une certaine manière, avec quand même
la régularité des modèles qui voit toujours ces hautes pressions sur l'Europe de l'Ouest, hein, on peut l'envisager effectivement. Après les orages de chaleur sur les reliefs, effectivement, c'est également possible, mais en sachant en deuxième partie de semaine, les orages de chaleur auront tendance à se raréfier pour ne pas dire disparaître, parce qu'on aura un dôme d'air chaud vraiment très installé également en altitude, et on n'aura plus de possibilités on n'aura plus vraiment de brise de pente également sur les reliefs, et donc on n'aura plus vraiment de possibilité d'avoir des orages isolés. On n'aura même d'ailleurs a priori pas d'orage en deuxième partie de semaine, ou très isolément. Samedi, du soleil partout. Hein, voilà, du soleil. Je voudrais ajouter 2 choses par rapport à la sécheresse. Ce qui peut sauver un peu les meubles, c'est les pluies importantes de janvier, voire même de mars dernier, qu'ils ont bien rempli les nappes. Heureusement d'ailleurs. Ça laisse une certaine marge. Malgré les inondations. Et après, j'ai une autre question, toujours de Fabrice via ma page météo régionale. Canicule comme 2003 pour les jours qui suivent. Ça, on peut pas le savoir pour l'instant. On peut pas le savoir. On n'y est pas pour l'instant. On n'y est pas. Non, voilà, il faut déjà que ça commence déjà. Voilà, il faut déjà que ça commence. On n'y est pas. Pour l'instant, on parle de canicule pour la moitié sud déjà, clairement, qui débute dès demain. Avec un risque que ça se généralise après en avançant vers le nord, clairement à partir de la deuxième partie de semaine, mais sans pouvoir en attester clairement. Donc du coup, pour l'instant, on n'en est pas à parler de canicule équivalente à 2003. Mais c'est du domaine du possible si les conditions synoptiques qui quand même de loin ressemblent assez fortement à 2003, c'est du domaine du possible. Voilà. Mais pour l'instant, on peut pas, à part dire que c'est du domaine du possible, pour l'instant, on en est juste là, et il va falloir encore attendre de voir plusieurs jours pour voir s'il se profile un tel épisode, quoi. Éventuellement. À voir si on fête les 15 ans de la canicule de 2003 d'une certaine façon. Ouais, enfin, fêter quand même. Ouais, fêter 15 000 morts, c'est compliqué. Ouais, ça non. Bah, les conséquences dramatiques, c'est vrai que c'est dur. Ah ouais. Et même en allant au-delà de cet épisode caniculaire à venir, alors Damien Mathieu qui demande attention au risque d'épisode sévenol dans le sud de la France pour le mois de septembre. On n'y est pas encore. Je pense qu'à faire cette question, voilà, il veut savoir si forcément après l'épisode caniculaire, est-ce qu'on a forcément des épisodes sévenols? Une bonne question. Non, la réponse est non, parce que ce qui conditionne les épisodes sévenols et méditerranéens, on en a déjà parlé aussi dans les précédentes émissions, ce qui conditionne cela, c'est purement la situation synoptique. Il faut une situation donnée avec des paramètres, avec des centres d'action à des emplacements précis. C'est-à-dire qu'il faut, sur la péninsule ibérique et sur le golfe de Gascogne, il faut un centre dépressionnaire, ça peut être une goutte froide ou un talweg, après qui s'étire et qui va en direction notamment des Baléares, et c'est un schéma classique en automne, et qui permet un flux de sud-est, notamment sur le Languedoc-Roussillon et éventuellement sur PACA, et c'est là où on a éventuellement des fortes pluies. Mais la chaleur de l'air, je dirais, n'a pas d'incidence particulière sur la fréquence ensuite des épisodes sévenols et méditerranéens. Par contre, ce qui peut être un facteur dégradant pour ces épisodes-là en automne, c'est la température de l'eau. C'est-à-dire, plus la température de la Méditerranée est élevée, plus on relâche de la vapeur d'eau, plus donc cela peut permettre d'avoir des quantités d'eau précipitable importantes dans l'atmosphère et qui, dans une situation donnée synoptique particulière telle que je vous l'ai décrite, peut éventuellement donner après par la suite effectivement des pluies très importantes, quoi. Voilà. Oui. Alors j'ai une autre question de Cindy via ma page météo toujours. Sécheresse possible ou pas? J'ai envie de dire qu'on a abordé le sujet il y a quelques minutes. La sécheresse, encore une fois, il faut pas focaliser dessus. Alors, moi, je trouve qu'on focalise un peu trop dessus, mais bon, il y a certains. C'est pas le plus grave. Non, il y a certains secteurs où effectivement il y a déjà des arrêtés actuellement de restriction d'eau, en effet, mais ça reste par rapport à l'année dernière quand même relativement marginal. Actuellement cette année, c'est surtout une sécheresse de surface. Dans certains secteurs et plutôt au nord de la Loire, hein, faut le dire. Alors que le sud-ouest, par exemple, a plutôt de l'humidité en surface, clairement. Même le sud-est est pas trop mal pourvu cette année. Hein. La Corse également aussi, avec des orages qui ont été fréquents. Donc voilà, donc il y a pas péril en la demeure. Je dirais que ce soir le débat, c'est pas qu'on veut pas vous parler de sécheresse, mais le débat se situe pas là, quoi. Clairement.
C'est plutôt la canicule, même si la canicule risque d'amplifier la sécheresse de surface d'une certaine façon en l'absence d'orage dans un premier temps. Oui, bah elle va de toute manière intensifier cela, tout à fait. Mais voilà, mais bon, sans grande inquiétude quand même. Après, effectivement, il y a des choses qui marquent. Bon, c'est sûr que aujourd'hui on parle de sécheresse parce que bon, effectivement, on est dans un ton catastrophiste, donc on a tendance un petit peu à tout mélanger. Après, il y a aussi aujourd'hui, j'ai une pensée aussi. Il y a une image qui m'a quand même marqué. Je pense que je suis pas le seul. C'est l'image de la rivière du Doubs dans le Jura, qui est quasiment à sec. Où on voit des poissons agonisants ou morts, hein, gisant dans les secteurs où c'est à sec. Hein, pourtant la rivière le Doubs, c'est quand même une rivière quand même qui est relativement importante. Alors les causes sont la sécheresse pour une certaine part, mais pas seulement. Il y a une faille, ce qu'on appelle géologique. Donc où il y a visiblement il y a une déperdition qui se fait, qui n'est pas obligatoirement due à la sécheresse ou qui n'est pas obligatoirement seulement due à l'agriculture par exemple. Voilà, donc c'est très triste. Mais ça, c'est vrai que sans explication, on peut croire, on peut vraiment, quand on voit cette rivière quand même qui est importante, on peut se dire oh là là, il y a une sécheresse absolument faramineuse quoi. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, il y a clairement un problème de faille. Alors après, de faille géologique. Après, moi, j'ai pas étudié aujourd'hui la question de près, mais c'est bien triste, c'est clair. Mais voilà, il faut faire attention à pas tout mélanger quoi. Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que des fois, il y a n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le chat. Il y a des auditeurs qui répondent aussi aux questions de d'autres auditeurs, donc ça c'est bien, sur l'impact notamment de la chaleur sur les centrales nucléaires. Oui, c'est clair, comme dit Joanne Boulet, la chaleur peut impacter les centrales nucléaires avec un risque de surchauffe des piscines, entre autres. Tout à fait. Et ça, oui, c'est une des conséquences. C'est ça. Nombreuses. Oui, nombreuses. À la fois donc ça, à la fois électrique, à la fois les transformateurs, on l'a vu, hein, à la fois tout ce qui est pour les transports. Moi, je pense à la SNCF. Malheureusement, sur un réseau où il y a eu quand même pas assez d'investissement ces dernières années et depuis peut-être facilement au moins une décennie. C'est sûr que je serais malheureusement pas étonné d'entendre parler de blackout cette semaine. Blackout, j'y vais peut-être un peu fort, de problèmes sur les réseaux, hein, ça c'est clair. Après, vous pouvez également avoir des problèmes sur votre Wi-Fi, sur les lignes Internet, parce que également on a un phénomène de dilatation qui s'opère, donc on peut avoir aussi une dégradation à ce niveau-là. Donc non, vraiment, c'est pas à négliger. D'ailleurs, j'en profiterai pour faire une transition. Et si Jessie et Morgane, vous voulez abonder dans mon sens ou du moins en rajouter, n'hésitez pas. Moi, je voudrais aussi attirer l'attention à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. On a le droit à tous les jours à l'adage, on va dire, on est en été, il fait chaud, c'est normal. Je veux bien qu'on aborde ce sujet. Il y a pas Attends, alors je parle, après je vous laisse la parole, mais moi je dis ce que j'ai à dire. Il faut, là encore une fois, il y a de l'abus là-dedans. Il faut quand même situer notre climat. Là. Nous sommes quand même, je le rappelle, en climat tempéré. Alors effectivement, on a des différents types de climats. On a un climat océanique, plutôt sur l'ouest de la France. Après, on a un océanique dégradé. Après, on a un climat continental dans l'est. On a bien sûr le climat méditerranéen. Voilà. Mais on n'est pas destiné à avoir le climat andalou. Voilà. C'est-à-dire que là, cette semaine, on va avoir quand même, en deuxième partie de semaine, des températures fréquentes entre 35 et 40 degrés. Ce qui nous situe par rapport au normal, facilement 10 degrés au-dessus des normales. Quoi? Pour notre point de repère, on sera dans des normales de villes comme Séville ou Cordoba en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Voilà. Alors, donc, 10 degrés au-dessus des normales, parfois localement davantage. Donc non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Alors, en effet, l'été, ok, on est en été, il fait chaud, oui. Il peut faire l'été s'il fait entre 27 et 30 degrés, ok, pas de problème. Cette température en France, il n'y a pas de souci là-dessus. On est en été, il fait chaud, d'accord. Mais là, on sera largement au-dessus. Donc, c'est vrai que moi aussi, en tant que administrateur d'Extrême Météo, fondateur aussi également d'Extrême Météo, ça m'ennuie un peu d'entendre cela tout le temps, de remettre ça dans une certaine normalité que je ne comprends pas parce que bon, si l'été c'est normal maintenant de crever à 40 degrés, franchement, faut qu'on m'explique quoi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Ah oui, non, mais on partage un peu
ta colère, mais surtout ta lassitude. Non, c'est pas une colère, c'est de la lassitude, c'est-à-dire. Mais bon, après, voilà. alors attention, je stigmatise pas le public, c'est un manque de culture météo aussi d'une certaine manière. Et c'est un manque de recul également. C'est un manque de recul. Alors, c'est vrai que nous aussi, notre rôle, même si on est d'humbles amateurs, on va dire ça, nous, notre rôle, c'est justement de remettre un peu en perspective ces événements-là, parce que si on reste basique à dire il va faire telle température à tel moment et qu'on n'explique pas par rapport à comment on se situe par rapport au normal, comment on se situe par rapport à l'histoire du climat et tout, c'est sûr que franchement, après par exemple les jeunes générations qui ont par exemple 20 ans et qui n'ont pas connu autant que ceux qui ont 40, 50, 60 ou jusqu'à 70 ans vont pas avoir les repères nécessaires pour se retrouver là-dedans, quoi. Donc c'est pas une colère, c'est une lassitude. C'est de voir de voir que beaucoup trouvent cela normal. Et alors que la situation à venir, sans vouloir faire dans le catastrophisme, on va essayer de pas faire dans le catastrophisme, mais elle peut être potentiellement, si elle va dans la durée, on l'a vu en 2003, elle peut être potentiellement dangereuse. Voilà, faut le dire. Exactement, 15 000 morts en 2003. Hein. Alors, on le rappelle une nouvelle fois. Alors même si si les époques changent, hein, bien sûr. 15 000 morts, non. La France n'est pas, entre guillemets, habituée à de telles chaleurs non plus. Sinon, il n'y aurait pas eu 15 000 morts il y a 15 ans. Ben oui. Oui, Alors bon, on a changé d'époque, on n'est plus en 2003, on a peut-être moyen, si un tel événement de réduire quand même, de réduire, j'allais dire réduire le nombre de morts, c'est un peu, voilà, c'est essayer de minimiser l'impact, bien sûr, bon, à travers la climatisation. Alors bon, malheureusement, pas tous les logements ne sont pas pourvus en clim, hein, c'est clair, donc on peut pas non plus généraliser, donc malheureusement, c'est pas à souhaiter un tel épisode, hein, clairement, et moi, encore une fois, sans en rajouter, comme depuis 2003 aussi, notre société a évolué avec encore plus de nouvelles technologies. On est plus, comment dire, connecté à Internet et différentes choses. Donc voilà, même au niveau électrique, je pense que ça peut avoir des conséquences dans certains localement désastreuses, quoi. Voilà. Ah ouais, un peu comme l'hiver, hein, quand il y a des surchocs au niveau de l'électricité. Là, on a eu dans la semaine un pic de consommation d'électricité. Ouais. Dû notamment au ventilateur, au clim, hein, c'est normal. Hein. Ouais. Et bon, c'est vrai, comme tu l'as dit, Fabien, depuis 2003, les époques changent, hein, les temps ont un peu changé, mais ça n'empêche pas que des situations dramatiques puissent se reproduire. D'où, par exemple, les changements qui ont lieu, notamment depuis la fameuse journée de solidarité. Hein, alors, c'est pour le plus souvent le lundi de Pentecôte. Mais bon, dans d'autres entreprises comme là où je travaille, ça se traduit par un jour de la RTT en moins, quoi. Ça n'est pas forcément lundi de Pentecôte, mais voilà. Mais normalement, non, je dis bien normalement, c'est fait pour financer justement tous ces problèmes liés à la canicule qui peuvent survenir. Chaque été, il y a un risque, hein, on le dit. Hein. Bien sûr. Là, c'est sûr que pour la semaine à venir. Je voudrais faire un aparté par rapport à ça entre 2003 et aujourd'hui. Oui. On a tendance à voir des canicules un peu plus régulièrement. Enfin, on a eu en août et même parfois assez tardif. Je pense par exemple à août 2009 où entre le 15 et le 20 août, il a fait chaud et régulièrement plus de 35 degrés sur une bonne moitié sud de la France. Ensuite, août 2012 où une canicule s'est produite tardivement. Et là, je vous donne des températures, par exemple, qui sont montées jusqu'à 38 ou 39 à Bordeaux, jusqu'à Limoges et jusqu'à 40 degrés en Creuse, ce qui était a priori du jamais vu avant, même pendant la canicule d'août 2003. Et nous avons surtout eu août 2016, où une canicule tardive s'était manifestée. Les dégâts n'avaient pas été trop importants, vu que la canicule s'est produite tardivement et les nuits commençaient quand même à être suffisamment longues pour que les températures y baissent suffisamment. Malheureusement. Ouais, alors globalement, on est sur une série effectivement de 4 étés qui ont été chauds depuis 2015, avec des épisodes caniculaires comme pas de l'importance de 2003 ni de l'importance de juillet 2006, comme l'a dit Morgane. Donc en vrai, effectivement, on est dans la loi des séries là. Voilà, donc effectivement, je vois encore toujours beaucoup de rapprochements avec 2003. Encore une fois, moi j'insiste, on n'y est pas encore. Hein. On n'y est pas encore. Bon, il va falloir attendre déjà encore plusieurs jours avant d'y voir clair, de savoir si la canicule qui va toucher la moitié sud va pouvoir se propager à la moitié nord.
Donc ça, pour l'instant, on ne le sait pas. On a ce soir clairement une tendance défavorable des modèles dans ce sens-là, où on voit qu'effectivement les fortes chaleurs pourraient atteindre la moitié nord, et notamment au nord de la Loire. Mais voilà, mais pour l'instant, on n'en est pas au stade de 2003 et on pourra pas le savoir avant plusieurs jours. J'insiste bien là-dessus parce que il y a beaucoup de questions là-dessus. Je sais que 2003 a pu avoir. C'est un repère en 2003. C'est un repère, bien sûr. 2003 a pu avoir traumatisé, clairement. Ça, j'en conviens complètement. Moi, je m'en souviens et je suis pas prêt d'oublier 2003. Je m'en souviens aussi. Surtout d'autant plus que moi, je suis pas un féroce amateur de la grosse chaleur. Je le dis franchement. Donc voilà. Donc je comprends tout à fait. Hein. Alors, je regarde. Il y a quand même. Bon, honnêtement, vous êtes. Alors, on vous remercie. Vous êtes très très nombreux à réagir. Mais c'est impossible de répondre à tout le monde. Mais c'est super. Hein. Vaut mieux avoir ça que le contraire. Donc, on va pas se plaindre. Donc on me demande, et ça c'est une question aussi importante, pour la pollution, ça joue aussi la chaleur. Bah oui, ça joue parce que là, on va se retrouver dans des conditions aussi avec un dôme d'air très chaud en altitude, donc qui va faire effet de subsidence, comme on appelle, et donc qui bloque aussi sur l'atmosphère, sur la basse atmosphère, l'ozone qui se développe aussi également sous l'effet de la chaleur et du soleil. Donc, on risque d'avoir malheureusement des épisodes de pollution à l'ozone au-dessus des villes, donc notamment Lyon. Hein, je pense d'abord peut-être dans un premier temps plutôt la moitié sud, parce que la moitié nord est quand même dans un flux, il y a un léger flux de sud-ouest là dans les 2-3 prochains jours, mais ça va pas durer. Après, par la suite, ça peut éventuellement se répandre. Donc, effectivement, on insiste beaucoup sur la chaleur, sur la canicule, mais il y a également la pollution derrière, la pollution à l'ozone qui est pas à négliger, quoi. Hein. Tout à fait. Mais juste une petite précision pour revenir, que disait Morgane, canicule tardive. Bon, déjà, comme on l'a dit, 2003, c'était vraiment l'élément déclencheur aussi des vigilances fortes de chaleur. De Météo France. Voilà. Et un fait, alors je ne sais pas si c'est passé un peu inaperçu ou quoi, mais c'est nouveau cette année par rapport aux années précédentes. C'est qu'en fait, je pense que c'est dû aux dernières années, hein, ce qu'on a vécu en France. Eh bien, la vigilance de Météo France, du moins la veille sanitaire, démarre au 1er juin. Mais là, cette année, elle a été d'habitude, c'est jusqu'au 31 août. Et là, à partir de cette année, c'est prolongé jusqu'au 15 septembre. Donc, ça veut dire que si jamais début septembre, il fait très très chaud, Météo France peut déclencher, pour la première quinzaine de septembre, des vigilances canicules, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Donc, voilà, une petite évolution qui a son importance quand même. À noter que de fortes chaleurs ou des canicules peuvent se produire en septembre. On l'a constaté en 2016, certains records chauds ont été battus, et aussi en 1987. Le phénomène ne date pas forcément d'hier, c'est ce que je souhaiterais dire. C'est ça. Et là, globalement, quand même, dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, qui est indéniable, on a une période d'extension, à mon avis, quand même, de la possibilité d'avoir des canicules. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus cantonné sur juillet, août. On voit que sur juin, de plus en plus tôt, il est possible d'avoir une canicule. Et également sur septembre, moi, la date du 15 septembre me paraît tout à fait réalisable également maintenant, quoi, pour avoir une canicule, je dirais, sur la première quinzaine, c'est du domaine du possible. Et cette extension est vraiment à corréler, à mon avis, avec le réchauffement climatique. Voilà. Oui. C'est vrai. Donc, Après, faut pas, voilà, comme on l'a dit, aller dans l'alarmisme pour les 50 années à venir. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, ce que je veux dire, voilà, ça, c'est vraiment un autre sujet. C'est un autre sujet. Là, je vous parle de réchauffement climatique. C'est pas pour après partir sur de l'alarmisme, sur. Non, c'est pas ça. C'est le réchauffement climatique. On en parle au fil du temps. Qui pour le nier? Pas moi. Moi, je ne le nie pas. Il est quantifiable. On le voit. Je pense que tous les deux, vous le niez pas non plus. Après, quant à savoir dans 50 ans ce que ça va être, voilà, ça c'est une autre question. C'est un autre sujet. Pour les conséquences plus ou moins directes, c'est assez mal appréhendé, j'ai envie de dire, sur le réchauffement climatique. Certaines choses, voilà. Ça n'empêche, par exemple, des vagues de froid hivernales. On l'a bien vu en février, les températures sont quand même descendues très bas à la fin du mois, par exemple. Des gelées tardives, il peut y en avoir aussi. On a pu le constater. Hein. Voilà, donc, il y a des conséquences, mais bon. Après, voilà, ce soir, moi, je voulais déjà
qu'on commence là, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble. Déjà, moi, il me semble important qu'on vous parle de la canicule avant de vous parler de faire des extrapolations ou de vous parler d'autres Oui, choses. attention. Il y a beaucoup de questions encore, donc encore une fois, on s'excuse de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. J'ai la question de Philippe qui est intéressante, qui nous demande, j'aimerais savoir si le jet stream a été identique en 2003 sur l'Atlantique et l'hémisphère nord. Alors, quand on reprend synoptiquement, on va dire ça, les deux situations, on voit qu'il y a plus ou moins un copier-coller, je dirais, et que donc effectivement, on n'a pas de, le jet, il est quasi absent là, hein, sur notre. Quand on regarde les cartes pour la semaine prochaine, il est quasi, et c'était pareil en 2003, quasi absent, avec donc ces hauts géopotentiels qui vraiment prennent toute leur part sur l'Europe, également qui s'étendent sur l'Atlantique. Et on voit que ça s'étend sur l'Atlantique parce qu'on voit que jusqu'à maintenant, on arrivait quand même à sauver les meubles aussi des fortes chaleurs de temps en temps avec des courts rafraîchissements grâce à des dégradations orageuses. Des dégradations orageuses qu'on avait grâce à l'apport d'air froid en altitude qui se faisait périodiquement de temps en temps par l'Atlantique. Donc ça nous a causé des orages parfois violents malheureusement, mais ça nous a permis d'avoir des courts rafraîchissements. Et on voit que sur l'Atlantique, là, c'est vraiment un afflux direct de haut géopotentiel. Donc maintenant, il est même plus question de possibilité de talweg sur le proche Atlantique. Donc du coup, pas de jet stream qui peut arriver à passer et à s'infiltrer, quoi. Donc, alors enfin, je parle de courant de jet plutôt. Après, le jet stream, effectivement, entre 2003 et aujourd'hui, je vois pas de grande différence particulière, quoi, hein, en termes d'emplacement. Voilà. Là où on a parlé la semaine dernière, ou là où on le sait, il y a eu ces dernières décennies, il y a eu un léger ralentissement du Gulf Stream. Mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, je voudrais saluer aussi, parce qu'il y a tellement de gens là, qui sont là, mais en particulier Alexandre Mancini, qui était à l'époque animateur sur la radio RTM. Qu'on salue bien. Et qu'on salue. Et c'est vrai que, bon, j'imagine, il est vraiment occupé avec sa page Ronald Auvergne Info Météo. Ah bah, surtout que la région est exposée. Hein, donc. Voilà, c'est ça, ils sont assez inquiets, hein, comme nous. Voilà. Donc ouais, ce soir, effectivement, inquiet, c'est le mot. Sans être alarmiste ou catastrophiste, inquiet, oui. Moi, je suis inquiet parce que ça peut être quand même potentiellement marquant et malheureusement pas dans le bon sens. Et donc c'est pour ça qu'encore une fois, quand je vois certaines réactions, alors pas obligatoirement sur la page Extrême Météo, mais sur d'autres pages ou d'autres sites où je vois des gens qui trouvent ça normal, ça me laisse un peu rêveur, quoi. Voilà. Ouais. Et juste, je voudrais dire aussi, alors c'est pas forcément un commentaire que je vois, mais ceux que j'ai vus sur les réseaux sociaux, il y a encore une heure ou deux, faut pas s'inquiéter par rapport à la carte de vigilance Météo France, parce que certains disent oui, il n'y a que 4 départements en vigilance orange. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que quand Météo France réactualise par exemple le soir sa vigilance, c'est valable pour toute la semaine à venir. Non. C'est pour la journée de demain, lundi. C'est-à-dire que Météo France réactualise à minima 2 fois par jour sa carte. Donc, rassurez-vous, je ne sais pas si je peux le dire, mais voilà, si ça vraiment ça se confirme, il y aura de plus en plus de départements en vigilance orange. Ça me paraît inévitable. Déjà, on va faire un petit focus quand même sur la région, sur PACA et sur Languedoc-Roussillon. Moi, il me semble important qu'on en parle parce que c'est demain que ça commence. C'est important, très important. Ce soir, si vous regardez la vigilance canicule, elle concerne uniquement les Pyrénées-Orientales. Mais a priori, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que demain, certainement, elle sera réactualisée et on va aller vers certainement une vigilance. Alors, je ne veux pas parler à la place de Météo France, je ne suis pas Météo France, mais on va certainement aller vers une vigilance orange canicule, à la fois pour les Pyrénées-Orientales, pour l'Aude, pour l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, certainement les Bouches-du-Rhône, peut-être les Alpes d'Haute-Provence et peut-être le Var aussi. Là, ça me semblerait évident dans la mesure où vraiment on a un épisode caniculaire qui commence demain. C'est-à-dire que demain après-midi, quand on regarde les températures maximales, on aura dans certains secteurs, on atteindra déjà les 38-39 degrés, notamment vers la basse vallée du Rhône, le secteur du Vaucluse, quand on va vers Carpentras par exemple, tous ces secteurs-là. Également quand on va vers le Gard également, possiblement l'Hérault. Demain, 38-39 degrés avec l'influence d'un vent de terre. Alors ça va être la particularité de la semaine et ça va avoir son importance, sa très grosse importance
sur l'épisode caniculaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un vent de terre qui va être prédominant toute la semaine sur le bassin méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'on a plutôt une zone de haute pression qui est plutôt décalée légèrement vers l'ouest. Donc forcément, on se retrouve donc forcément le bassin méditerranéen se retrouve plutôt sur la façade orientale, et donc c'est plutôt propice à des vents de nord, donc vents de terre. Alors ça sera pas un fort Mistral, hein, ça sera pas une forte tramontane, mais ça sera léger. Et donc du coup, ça empêche les brises marines de pouvoir rentrer dans les terres l'après-midi. Alors, on aura effectivement des brises marines sur les plages qui permettront d'atténuer la chaleur, mais ça devrait aller guère plus loin. Et donc, ça va être un facteur clairement dégradant de la situation sur le bassin méditerranéen. Sachant qu'en plus, ces vents de terre, quand ils redescendent aussi également, ils passent sur le massif central, on a ce qu'on appelle, nous, un effet de feune derrière. Et donc, c'est-à-dire qu'on peut gagner éventuellement 1 ou 2 degrés de plus, quoi. Donc tout ça, on est vraiment dans la pire des configurations pour le bassin méditerranéen. Donc moi demain, je vous parle de 38-39. À partir de mardi, on pourra atteindre localement entre l'Hérault, notamment le Gard, donc toujours dans l'intérieur, notamment vers le Vaucluse également, vers le nord des Bouches-du-Rhône. On pourrait atteindre également vers le secteur de la vallée de la Durance aussi, dans les Alpes d'Haute-Provence. On peut atteindre localement les 40 à 41 degrés. Hein. Et ça sera valable mardi, mercredi, jeudi, vendredi et peut-être même le week-end prochain. Voilà. Donc situation très préoccupante. Alors ça c'est pour les températures maximales. Température minimale avec un vent de terre qui restera un peu présent la nuit, qui fait effet de brassage d'air. On a donc les chaleurs qui peuvent pas s'évacuer par l'atmosphère, et donc les températures minimales auront beaucoup de mal à descendre sur le bassin méditerranéen en dessous de 24-25 degrés. Donc c'est particulièrement sévère ce qui s'annonce, et là c'est pas sans faire de l'alarmisme, c'est la vérité, hein. C'est particulièrement sévère ce qui s'annonce pour PACA et pour Languedoc-Roussillon cette semaine. Ouais. Et juste aussi, je suis pas d'accord aussi. Voilà, c'est le cas depuis la semaine dernière, d'ailleurs sur le Languedoc, et des départements qui sont depuis plusieurs jours en vigilance jaune. Et quand on dit vigilance jaune, c'est pas du orange, mais c'est dire du danger. C'est pour préparer la population à quelque chose éventuellement plus important. Et là, c'est clair, comme tu l'as expliqué, Fabien, ça va être plus important, voire beaucoup plus important. Donc oui, inévitablement, même si nous ne sommes pas Météo France, mais voilà, je veux dire, logiquement, ces départements devraient basculer. Oui, et à ne pas négliger, parce que malheureusement, il y a une tendance un peu à négliger ces deux régions pour la raison suivante, c'est qu'on se dit, c'est le sud, ils ont chaud, ils ont l'habitude, pas de problème. Voilà, c'est un peu la tendance, hein, quand même aussi, il faut le dire. Hein. Oui. C'est la tendance de se dire, de toute manière, ils ont chaud, il va faire très chaud, mais ils ont l'habitude. Oh, les Méditerranéens, pas de souci. Donc, on a tendance un petit peu à mettre ça de côté. En plus, mais malheureusement, c'est à pas négliger, parce que malheureusement, certains vont en souffrir. Également, il faut penser également aux touristes qui viennent du Nord aussi, qui vont être peut-être un peu surpris également. Non, ça peut avoir des conséquences, quoi. Hein. Ben voilà, c'est ce que je voulais rajouter par-dessus, c'est qu'on pourrait dire que les régions méditerranéennes sont habituées à la chaleur en été, oui, mais c'est plus une chaleur du genre 30 ou 31 degrés l'après-midi quand on regarde les normales saisonnières, allez, 32, 33 dans l'intérieur. Ouais, voilà. Et là, on vient c'est pour ça que la situation peut être inquiétante et potentiellement dangereuse. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais insister, déjà commencer, si on régionalise un peu, déjà commencer à parler de ces deux régions vraiment qui sont... Voilà, à mon avis, très exposé. Et pour le problème sur les modèles, on voit pas la fin. Moi, je ne vois pas la fin. C'est-à-dire que pour moi, ça dure toute la semaine, potentiellement le week-end prochain. Mais bon, déjà le week-end prochain, ça commence à être loin. Mais on peut voir que ça peut quand même durer le week-end prochain. Et après, on ne sait pas. Donc après, mais ça peut être vraiment de longue durée, hein, de très longue durée même. Et ça peut, voilà. Et tout va dépendre de ce qui va se passer dans les jours prochains, et l'évolution des modèles. C'est-à-dire que, en se rapprochant de l'échéance, hein, mais bon. Ça va déjà commencer dès demain, comme on l'a dit. Mais pour répondre à une question de Guillaume Prévost qui demande est-ce qu'il y a un risque d'alerte rouge canicule, pour PACA, mais pour d'autres. Oh, je pense pas, non. Je pense pas. En fait, bon, pour l'instant, non. Hein. Après, c'est vrai, comme tu dis, Fabien, faut voir, on n'en voit pas la fin. C'est sûr que si ça dure 15 jours, 3 semaines. Bah, après, il faudra voir la situation. Voilà. Il faudra voir la situation sanitaire sur le terrain aussi. Il faudra voir si ça n'a pas des conséquences. Pour éventuellement basculer sur une canicule rouge, une alerte rouge, pardon. Si jamais on bascule sur le rouge, c'est déjà une situation très grave. Donc, c'est pas quelque chose qu'on dépense. Personnellement, j'y crois pas trop, mais bon.
Mais bon, après, ça dépend si on bascule sur du très longue durée, sur une situation sanitaire difficile. Il faudra voir. C'est ça. Oui, parce que Météo France ne sort pas la vigilance rouge très très facilement. C'est généralement quand le phénomène est déjà en train de se produire qu'ils sortent la vigilance rouge. C'est ce que j'ai remarqué. Très souvent, c'est ce qui se passe. C'est vrai. Voilà, donc c'est selon la situation sanitaire. Donc voilà, donc c'est encore pour terminer sur les deux régions. Malheureusement, les 40-41 degrés seront, à mon avis, probables dans certains secteurs entre mardi et le week-end prochain. Hein, clairement, donc c'est compliqué, quoi. J'ai pas d'autres mots pour le dire. Bon, c'est du déjà vu, hein, bien sûr. 40-41 degrés tous les étés, on y arrive à peu près une fois ou deux au minimum. Il y a un an, début août 2017. Ouais, on y arrive, hein. Non. En Languedoc, hein, en tout cas. Ouais, et puis vers le secteur de Carpentras, tout ce secteur-là, à peu près tous les étés, on y arrive au moins une fois. Là, ce qui risque de faire d'être difficile, c'est la récurrence, c'est-à-dire la durée. Voilà, c'est ça qui est. La grosse possiblement une semaine. C'est pas le fait d'atteindre les 40-41 degrés, c'est le fait que ça risque de se reproduire largement plusieurs journées de suite, quoi. C'est ça le problème. Et ça, je suis à 100% d'accord avec Fabien, j'insiste là-dessus. C'est ce qui définit vraiment une canicule, parce qu'on pense souvent aux températures extrêmes. Il peut faire très très chaud une journée ou deux et puis rebaisser. Non, la canicule, c'est quand ça dure au moins 3 jours, 3 nuits consécutives et des températures vraiment élevées, quoi. Voilà. C'est ce qui est prévu. Alors après, en termes de timing, ce qui se passe, c'est qu'à partir de mercredi, jeudi, donc la canicule du sud-est, elle va perdurer, mais on aura donc un autre afflux d'air chaud bouillant qui va venir de la péninsule ibérique à partir de mercredi, jeudi, et qui va envahir le sud-ouest de la France, également se répandre en direction du Limousin. On aura aussi également la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi qui sera un peu plus touchée par les fortes chaleurs également. Donc d'ici mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on pourrait avoir des valeurs qui pourraient atteindre les 38, 39 et titiller les 40 degrés à nouveau dans le sud-ouest. Hein. C'est à mon avis très probable vu les modélisations. C'est très probable. Alors bien sûr, il y a les paramètres locaux qui jouent beaucoup. Donc effectivement, voilà. Donc là-dessus, on n'a pas trop de doute non plus là-dessus. Hein. Ah, mais voilà, quand on annonce pour, par exemple, vendredi, samedi prochain, une moyenne de température sur la moitié sud de 38 degrés par température maximale, oui, ça veut dire que, on peut dire, ça peut osciller entre 36, 40, voire plus, localement, toute la moitié sud. Voilà. Même 40 degrés me semble possible déjà dans le sud, dans certaines vallées de la Dordogne ou en Basse-Corrèze, peut-être, en l'état des modélisations actuelles. Oui, c'est sûr. Voilà. Et, alors une autre question, mais justement on en parlait un peu, mais parce qu'on parle beaucoup de la moitié sud, parce que c'est ça qui est le plus important, c'est là où le risque de canicule est le plus important. Et justement, Jonathan Fritsch nous demande, et pour la moitié nord, en bref, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette semaine? Il va faire chaud aussi, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces grosses chaleurs venues d'Espagne vont arriver jusqu'au nord de la Loire, au nord de la Seine? Ouais. Jusqu'où vont-elles remonter? Ça, c'est la question qu'on se pose ce soir. On a une tendance quand même défavorable sur le modèle, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle pourrait éventuellement remonter plus au nord que ce qu'on entrevoyait ces derniers jours. Jusqu'au nord, jusqu'à la Loire, c'est clair, c'est acquis de toute manière. Les fortes chaleurs vont remonter jusqu'à la Loire. Ça, c'est pour moi une certitude. Il pourra faire en fin de semaine prochaine, week-end prochain, à mon avis, près de la Loire, au moins facilement 32 à 34 degrés. Je pense qu'on pourra titiller les 35 degrés. Après, le tout, c'est de savoir est-ce que ça va remonter plus loin. Pour l'instant, c'est difficile. Encore une fois, c'est difficile de le dire ce soir. Il y a un risque. On y verra peut-être plus clair entre demain et mardi, certainement. Mais il y a un risque à ne pas négliger. Après, on parlera pas de canicule de l'ampleur de la moitié sud. Clairement, après, on n'en est pas là, c'est sûr. C'est pour ça que ce soir, moi, j'insiste surtout sur la moitié sud. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors, il y a Finn de Zazamusni qui demande, qui voudrait qu'on donne aux auditeurs quelques conseils pour lutter contre la chaleur. C'est vrai qu'il y a donner plusieurs conseils. Par exemple, déjà, de fermer vos volets la journée, ça c'est clair. Et d'aérer la nuit dans la mesure du possible. Voilà, ça c'est le truc de base. Après, se trouver dans des endroits frais le plus possible dans la journée. Pour ceux qui ont la clim, pour ceux qui ne l'ont pas, justement, aller dans des endroits comme les grandes surfaces, aller au cinéma, par exemple, voilà. Vraiment des endroits
aller faire vos courses, par exemple, l'après-midi pour prendre le frais. Oui, voilà. Et en fait, il faut s'adapter. Hein. Je sais que c'est pas évident, des fois, de changer son mode de vie, mais prendre des douches plus régulièrement à l'eau un peu plus fraîche quand on peut. Ah oui, une chose qui marche pas mal, la douche le soir avant de vous coucher, vous prenez une douche, vous séchez pas. Alors bon, ça Voilà. fait un peu barbare de faire ça, mais vous allez vous coucher dans le lit, dans votre lit et mouillé quoi. Voilà. Et après avec l'effet de l'évaporation un petit peu, ben derrière vous allez avoir un sentiment de fraîcheur. Alors bien sûr, ça va pas durer, hein, faut pas rêver, mais vous allez avoir un sentiment de fraîcheur. Alors bien sûr, autre chose, ventilateur. Si vous pouvez dormir avec un ventilateur pas trop loin, c'est quand même un mieux parce que vous arrivez quand même à avoir du brassage d'air et à avoir le sentiment quand même que votre corps il cuit moins, hein, quand même, faut dire les choses. Donc c'est quand même important. Après, il y a une chose aussi, alors ça c'est plus compliqué. Par exemple, si vous avez des appartements qui sont en longueur, si vous voulez, je parle, ou des habitations en longueur sur par exemple une orientation nord-sud. Des fois, il y a des différences. Il peut y avoir des petites différences de température entre le nord et le sud. Faites des courants d'air traversants. Alors c'est pas miraculeux, mais vous pouvez arriver à gagner un petit peu, quoi. Voilà, ça aussi. Oui, c'est ça. Hein. Et il y a les brumisateurs aussi. Hein. Oui, brumisateur également. Et sinon, oui, tu parlais de ventilateur, Fabien. Une petite astuce, alors ça dure c'est juste pour 1 heure ou 2, mais ça peut rafraîchir un peu votre pièce, c'est de sortir par exemple des glaçons de votre congélateur, de les mettre dans un bol et de les mettre, on va dire, en face de votre ventilateur. Comme ça, ben, les glaçons, avec la chaleur, ils vont fondre et la vapeur d'eau qui va s'élever, et ben, avec le ventilateur, ça va envahir toute la pièce et ça peut, voilà, ça dure 1 heure ou 2. Alors, chose encore plus barbare, mais là pour le coup, si vous avez un parquet, je vous le déconseille. Si vous faites une lessive, par exemple, vous étendez donc avec un étendage, vous mettez dans la chambre à côté de vous. Si vous avez à la rigueur, si vous avez un carrelage, ça a moins d'incidence. Bah, vous essorez pas le linge, vous mettez donc sur l'étendage et là avec l'évaporation et ça va créer un peu de fraîcheur dans la chambre. Voilà, c'est pas mal. Oui. De toute façon, avec la chaleur vraiment et l'air qui est vraiment sec, je veux dire, même si ça mouille le sol, ça va vite s'évaporer quand même. Ouais. Alors bon, le carrelage, ça va. Le parquet, c'est un peu plus chiant. Hein. Donc, si vous avez un parquet, ouais, j'avoue. Ouais. un parquet, pour risquer d'avoir des déformations, c'est pas très bon. Mais sur le carrelage, ouais, pourquoi pas. Ouais, voilà, carrelage, c'est bon. Il peut y avoir une autre astuce qui marche aussi, toujours à propos de ventilateur, c'est essayer de mettre une serviette mouillée devant le ventilateur qui peut brasser de l'air un chouïa plus frais. C'est ça. Ah oui, c'est ce que Dominique Massé propose au effectivement. Ouais. Voilà, mais malheureusement, il n'y a rien de miraculeux. Hein, ça reste des choses sur des durées limitées, donc il n'y a pas de miracle. Hein. Mais bon, on essaye essayer de se protéger au mieux. Hein. Enfin bon, la base, me semble-t-il, c'est garder vraiment vos volets fermés la journée. Alors bien sûr, c'est pas très gai de vivre dans le noir. Hein. Bon après, si vous allez travailler, c'est autre chose. Donc comme ça au moins vous n'êtes pas dans le noir. Mais c'est la base. Mais c'est pas miraculeux non plus. Ça c'est clair. Non, mais c'est sûr. Et je pense aussi, parce qu'on parle beaucoup des touristes et des vacanciers, mais il y en a quand même qui travaillent, hein, c'est mon cas à l'été. Alors bon, c'est sûr, il y a ceux qui travaillent dans les endroits climatisés où c'est beaucoup plus supportable, hein, mais je parle même pas de ceux qui travaillent dehors à l'extérieur, ça c'est terrible. Vous pouvez quand même essayer de demander à votre patron, notamment en cas de vigilance orange, si c'est possible, hein, de travailler un peu plus tôt le matin. Aménager les horaires. Les entreprises peuvent le faire. Voilà. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la loi, il n'y a rien encore de bien défini, malheureusement. Mais je pense que la plupart des patrons, quand même, surtout dans des périodes comme ça assez pénibles, voire critiques, je pense que quand même, voilà. Ça peut, voilà, peut-être décaler les horaires, ça ne veut pas dire que vous travaillez moins, mais ça veut dire qu'au pire, vous pouvez travailler. Déjà dans les horaires après, quoi. Déjà dans les usines de production, il y a de temps en temps des décalages qui se font d'horaires de travail, et clairement, donc on commence le matin éventuellement à 6 heures, même parfois 5 heures, je connais, et ça se termine à 2 heures de l'après-midi, quoi. Voilà, ça c'est l'idéal. Hein. Et bien sûr, un conseil primordial qu'on a oublié de dire, mais ça coule de source, hein, j'ai envie de dire, comme nous dit Guillaume Prévost, surtout bien boire, alors boire de l'eau, hein, parce que bon, après vous pouvez boire ce que vous voulez, mais bon, c'est vraiment la base. Et voilà, pour pas se déshydrater, ça c'est clair. Même quand on n'a pas soif. Oui, il faut.
Je ne sais pas si ça a été cité, mais éviter de sortir évidemment aux heures les plus chaudes, on va dire en moyenne entre 13 et 17, 18 heures. Et éviter aussi surtout les activités physiques, hein, parce que voilà. Non, mais ça c'est le pire parce que moi j'en connais, hein, même dans mon entourage, qui dit moi je vais me faire un tennis, ou je me dis mais t'es pas malade avec la température là. Non, mais voilà, et ça aussi il faut être raisonnable, hein, l'activité physique. Aux heures les plus chaudes, c'est à proscrire, hein, clairement. Hein. Alors sauf si vous allez faire de la natation, là c'est différent, mais non, l'activité physique, voilà. Quoi. Oui, non, ça c'est même dangereux. Et je dirais que c'est d'autant plus dangereux, surtout si vous êtes en ville, parce qu'en général, quand il fait très chaud, on l'a dit, l'air est pollué. Donc, on respire encore plus des mauvaises particules et on a du mal à respirer. Ouais, parce qu'on a de marcher, hein. Moi, j'ai du mal à respirer quand marcher. Parce que là, on a de la pollution à l'ozone. Hein. Moi, j'insiste, hein, cette semaine, vous allez entendre parler aussi de pollution à l'ozone. Hein. Clairement, donc, parce que la configuration va être propice. Hein. On parle de canicule, mais on parle aussi de pollution à l'ozone. Hein. Pollution à l'ozone également au bord de la Méditerranée. Hein. Près du bassin méditerranéen, hein, on a aussi de la pollution à l'ozone. Hein. Voilà. Ah ouais. Il n'y a pas trop de vent, voilà. Il y a une forte chaleur. Donc voilà, donc là, ça c'est le tour, on va dire. Je pense qu'au niveau canicule, au niveau purement terrain, on va dire, au niveau purement conséquences, pour l'instant, on peut pas en dire plus ce soir. Forcément, dans les prochains jours, on en saura plus sur la durée. On saura plus vraiment à quelle sauce on sera mangé complètement. On aura éventuellement, on saura un peu, on y verra un peu plus clair pour savoir si éventuellement on peut se rapprocher d'un événement type 2003. Mais voilà quoi. Après, bon, c'est vrai que le mois d'août, pour retranscrire un peu ça, le mois d'août est clairement, au vu des dernières évolutions des modélisations, on le voit. Moi, j'en ai parlé, on en a parlé déjà la semaine dernière. Il s'annonce clairement chaud, hein, de toute manière. Hein. Je pense. Jusqu'à la fin. Je pense quasiment jusqu'à la fin. Alors, on peut toujours espérer avoir une décrue un petit peu sur la deuxième quinzaine, encore que ça reste à vérifier. Moi, je pense qu'une anomalie positive sur août au moins 2 degrés, ça me paraît tout à fait probable. Voilà. Donc, ce qui va faire qu'on va se retrouver avec un été météo particulièrement chaud, quoi, hein, cette année, encore une fois. Donc voilà. Après, on peut tout invoquer. On peut invoquer le réchauffement climatique. Bon, le réchauffement climatique, on l'a dit, il est quand même là et il a clairement, et c'est clairement un facteur dégradant au niveau des températures. C'est-à-dire que les vagues de chaleur sont de plus en plus chaudes, on va dire, si on peut dire. Hein. Et voilà. Donc clairement. Et puis après, on peut invoquer aussi différentes choses. Moi, j'avais invoqué les phénomènes de cycle climatique. Donc la semaine dernière, donc je persiste là-dessus. Je persiste par rapport à différentes études qui ont été faites, où on voit que notamment on avait une possibilité de récurrence d'été chaud, notamment vers 2018-2019. Ça a même commencé un petit peu avant. On a actuellement aussi des indices qui vont en faveur de cela, c'est-à-dire qu'on a une continentalisation un petit peu de notre climat, c'est-à-dire hiver plus froid, été plus chaud. Alors pas nécessairement à cause du Gulf Stream. Le Gulf Stream, il a ralenti, mais je pense pas que ce soit au point pour l'instant de nous présenter cet état de fait. Même si un ralentissement du Gulf Stream ou une déviation aurait a priori comme conséquence déjà de permettre des étés plus chauds et des hivers plus froids, mais il y a aussi d'autres vecteurs. On est actuellement dans une activité solaire qui est relativement faible, avec donc aussi qui favorise également par d'autres indices, notamment la QBO. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Une QBO négative qui favorise notamment l'implantation des blocages anticycloniques. Donc, qui dit l'implantation des blocages anticycloniques, que ce soit en hiver et en été, dit que cela favorise des climats un peu plus continentaux, c'est-à-dire des fortes chaleurs, éventuellement de la sécheresse, et l'hiver, bien sûr, du froid un peu plus présent, quoi. Hein. Voilà. Alors, je vous la fais un peu en raccourci. On pourrait, là encore, je regrette même de commencer de vous en parler parce que pour faire les choses bien, il faudrait que je vous en parle 1 heure pour vous vraiment rentrer dans les nuances, quoi. Là, ce soir, malheureusement, on n'a pas trop le temps de rentrer dans les nuances, mais il y a aussi des questions de cycle climatique. Donc, c'est pas nécessairement, encore une fois, j'insiste, que le réchauffement climatique, parce que j'en ai un petit peu assez, et je le dis à longueur de temps, j'en ai assez de ce traitement médiatique catastrophiste, sans nuance, sous aussi l'impulsion de certains climatologues, dont je ne citerai pas les noms, qui vraiment, franchement, voilà,
Excusez-moi des vulgaires, nous pète les couilles, voilà, faut dire les choses, en faisant du catastrophisme à tout va, en nous montrant les scénarios les plus pessimistes qui soient, sans faire dans la nuance, c'est-à-dire sans reprendre l'histoire du climat, encore une fois, hein, parce que l'histoire du climat est très très riche, hein, on a eu des périodes encore plus chaudes que de nos jours, on peut remonter notamment à l'optimum médiéval, par exemple. Donc il y a ça, et sans faire part notamment des cycles climatiques, voilà. Donc moi je suis un petit peu remonté par rapport à cela. Moi, encore une fois, je suis une personne qui ne nie pas le réchauffement climatique, je suis le premier à le dire, mais encore une fois, il serait bien de nuancer un petit peu les choses, de mesurer les propos, hein, un petit peu, de remettre, de remettre cela en perspective par rapport à l'histoire du climat, par rapport aux phénomènes cycliques climatiques également, et un petit peu en rabattre un petit peu sur ce catastrophisme, dans la mesure où aussi on a d'autres périls qui peuvent être en lien avec le climat, mais qui nous menacent. On a quand même la pollution, on a quand même une grave pollution dans de nombreux secteurs sur notre terre, hein, faut le dire. On a des problèmes environnementaux très importants, donc de déforestation, de bétonnage à tout va, de bétonnage intensif. On a aussi un problème vis-à-vis de notre agriculture intensive. Alors pas partout, parce que je veux pas stigmatiser tous les agriculteurs, mais on a un problème vis-à-vis de cela, notamment avec un tassement des terres qui fait qu'on a aussi des problèmes après également de ruissellement et d'inondation. On a un problème d'aménagement du territoire aussi, on le rappelle. On continue à construire dans des zones inondables. Alors en France, on n'est pas les seuls. Il y a des secteurs encore pires que nous. Moi, je voyais encore il y a 2 jours en Grèce, autour d'Athènes. Alors ils ont eu la totale. Ils ont eu les incendies de forêt énormes, plus de 80 morts, et ils ont eu les inondations derrière sous des pluies orageuses. Mais il y a des choses qui se sont faites en dépit du bon sens, hein. Des constructions qui se sont faites dans des secteurs, c'est même pas imaginable, quoi. Donc voilà, donc c'est malheureusement, avant de penser à lutter contre le réchauffement climatique, il faudrait déjà penser à tout cela. Et je dirais que même en luttant contre tout cela, ça aurait aussi des conséquences qui seraient certainement favorables vis-à-vis du réchauffement climatique. Je suis bien d'accord. Déjà, parmi les suggestions, ce qui serait peut-être bien de faire, c'est revégétaliser un peu les villes, peut-être planter plus d'arbres. Parce que bon, déjà, face aux fortes chaleurs, les bétons retiennent énormément de chaleur et diminuent le rafraîchissement nocturne, si je puis dire. Et puis pareil, en cas de forte pluie, d'orage, l'eau s'infiltre beaucoup moins dans le béton. Voilà, tout à fait. Et puis sans parler de l'agriculture, comme j'expliquais, le tassement des terres avec les grosses machines, hein, de guerre, on va dire ça, donc qui favorise fait que l'eau n'arrive plus à s'infiltrer, hein. On a donc vite des ruissellements qui s'opèrent. Non, avant de penser vraiment, avant de focaliser comme le font les médias, mais d'une manière fait sciemment je dirais parce que c'est un élan politique derrière, hein, c'est clairement une volonté politique de tout axer là-dessus en négligeant le reste, hein, clairement pour moi c'est clair, mais bon, il y aurait tellement à faire sur tout le reste, sur tout ce que je viens de citer, avant de penser, et tout cela aurait quand même franchement à mon avis un effet assez favorable sur notre terre et également au niveau climat, quoi, hein, voilà. Donc il faut déjà commencer à penser pollution, aménagement du territoire, revoir nos territoires dans la globalité, quoi, hein, revoir aussi peut-être un peu notre agriculture aussi, hein, également l'agriculture par rapport aussi aux polluants, par rapport aux pesticides, bien sûr. Bon, ça c'est d'autres sujets, hein, voilà. Mais voilà, faut arrêter de. Enfin, moi vraiment je dirais la manière dont est traité ce sujet du réchauffement climatique par ce prisme-là, moi m'insupporte de plus en plus au plus haut point, quoi. Voilà. C'est vraiment ignorer vraiment d'autres enjeux qui sont hyper importants, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est même plus important que vouloir absolument lutter contre le réchauffement climatique. Et puis bon, des simulations qui peuvent valoir ce qu'elles peuvent valoir, mais faire les COP 21 et tout, enfin toutes ces histoires, il faudrait peut-être penser par les problèmes de pollution, comme tu l'as très bien dit déjà, Fabien. Moi, les COP, c'est notre mode de fonctionnement sur bien des choses. Alors les COP, c'est bien gentil, tu vois. Alors les COP, pour moi, c'est avant tout, c'est certainement passer des bons moments ensemble. On voit, c'est la fête aux selfies. Moi, je vois surtout des selfies, honnêtement. Je vois surtout, à mon avis, ça ripaille bien, comme on dit. Donc, très bien. Ils ont le sourire, ils sont contents. Ils se retrouvent une fois par an. Ils vont croire qu'ils vont résoudre tout le problème de notre terre en 3 jours. Très bien, très bien. Mais derrière, mais c'est de l'hypocrisie totale.
l'hypocrisie totale. On veut se donner bonne conscience avant tout. Voilà, mais c'est pas en faisant des selfies à tout va, en se prenant en photo. Voilà. Et bon, je suis désolé. Bon, je vise personne, mais bon, voilà, j'ai certaines idées. Mais moi, non, mais c'est voilà, on est dans l'hypocrisie la plus totale, quoi. L'hypocrisie la plus totale. Bon, Moi, j'ai pas de mots là-dessus, quoi. c'est bien vrai. C'est du cinéma. Pour moi, c'est du cinéma. Voilà. Ah ouais. Et moi, vraiment, mon coup de gueule, là, ce soir, je vais encore y revenir, mais c'est l'article, là, de toute façon, il est dans tous les médias. Je vais le citer parce que c'est monsieur Jean Jouzel, un climatologue, qui passe dans tous les grands médias. Et alors, pour vous dire, l'article, ça fait déjà des jours qu'on le diffuse sur Extrême Météo. Moi, je ne l'ai lu que ce matin, entièrement. Et alors, bien sûr, il y a le fait qu'il dit que, voilà, en 2050, et en France, dans l'est de la France, le thermomètre pourrait monter à l'ombre jusqu'à 55 degrés. Mais encore, c'est pas ça qui me choque le plus. C'est quand il dit juste avant, en gros, ça veut dire, là, en France, à l'heure actuelle, on a des températures entre 41 et 48 degrés. Alors, je ne sais pas si vous avez vu comme moi cette phrase-là. Je l'ai vu, cette phrase. En ce moment, là En ce moment ça m'a le plus choqué parce que je me dis. Mais il parlait alors, je n'ai pas lu ça. Il parlait peut-être des températures relevées sous les vérandas en plein soleil. Oui, je pense, ouais. Oui. Voilà, mais là, on parle de température normalement à l'ombre. Non, mais. On fait des références. Donc, s'il fait des références, comme vous dites, sur les températures prises comme près des vérandas au soleil, je suis désolé, mais oui, alors à ce moment-là, oui, au soleil. Oui, moi, je pense que c'est au soleil, parce que franchement, c'est. Ah, mais là, pour un climat. Mais bon, pour autant, c'est pas excusable, parce que d'abord, ça peut, donc, de toute manière, tout ce qu'il dit, c'est pris au pied de la lettre, bien sûr. Alors, si c'est exprimé sans nuance, comme c'est la plupart des cas, notamment quand sur des médias courts, par exemple, on n'a pas le temps, on est obligé d'aller au fond, vraiment au fond des choses tout de suite, quoi. On n'a pas le temps de nuancer, donc forcément, c'est pris au pied de la lettre derrière. Donc non, mais de toute manière, son discours à lui, mais à d'autres, mais surtout à lui. C'est vrai que je pensais beaucoup à lui, pas en bien. Son discours est néfaste, quoi, clairement néfaste. Mais le problème, c'est aussi les médias. Il y a plus de débat sur cette question-là. Le débat, il n'existe plus. On n'entend que la même version. On peut prendre Jean Jouzel, mais on en prend d'autres aussi. C'est exactement le même discours. Le débat a été confisqué. Il y a certains scientifiques de renom qui sont bâillonnés, faut dire, on les entend jamais et ils auraient des choses à dire, voilà, et d'autres également. Mais le problème, dès qu'on se situe un tout petit peu en dehors du discours dominant, ayant rapport au GIEC notamment, ayant rapport un petit peu à la version de Jean Jouzel, on est taxé de climato-sceptique. Mais bon, mais encore une fois, moi, je me considère pas comme climato-sceptique, pas du tout. Moi, je suis le premier à le dire que le réchauffement climatique est présent et quantifiable. Mais moi, à la rigueur, le terme, ça serait plutôt, et il a été utilisé, il est utilisé par certains, c'est climato-réaliste. Oui, c'est plutôt ça, oui. Climato-réaliste, ça me va, climato-réaliste. Mais d'ailleurs, j'ajoute à propos de ces déboires que j'ai l'impression qu'il y a des journalistes qui veulent vraiment amener les spécialistes qu'ils sont plus ou moins, un peu les pousser à dire oui, le réchauffement climatique existe, il y a du catastrophisme, limite pour partir dans le genre ouais, on va tous crever et toutes ces conneries là. Oui, mais c'est un peu ça. Puis bon, c'est le buzz, bien sûr. Il y a toujours l'élan médiatique de faire du buzz. En attendant, on nivelle les choses par le bas. En attendant, sur quoi on joue? On joue d'abord sur, comme je disais la semaine dernière, sur l'émotion des gens et non plus la réflexion. Voilà, donc c'est idiocratie, voilà, on appelle ça. Comme le film. Déjà, rien que sur Terre, même dans les endroits les plus chauds sur Terre, le fait d'avoir 55 degrés à l'heure actuelle, c'est le record maximal absolu. Alors, il y a Les degrés à l'ombre sont déjà très rarement atteints, même sur la planète. Alors, il y a Christine Germano qui nous dit vous êtes réaliste. Alors, on essaye du mieux possible. Encore une fois, nous, on est. Alors, attendez, moi, je prends un peu de recul. Moi, je suis un amateur. Voilà, faut pas considérer mes compétences plus haut que ce que j'ai, quoi. Mais moi, j'ai un avis. Bon, ça fait quand même 35 ans que je suis passionné de météo. Donc voilà. Bon, après, je connais pas tout, loin de là, je suis loin de tout connaître, mais j'ai un avis assez tranché sur la question et de plus en plus tranché sur la question, mais tranché mais nuancé. Voilà. C'est-à-dire que il y a des choses effectivement dans le réchauffement climatique que je reconnais tout à fait.
sans discussion, quoi. De toute manière, les chiffres mentent pas, clairement. Mais tout aussi bien, quand on voit, par exemple, que depuis 1997 exactement, on est dans une phase plutôt de plateau sur le réchauffement climatique, même si on a eu des années où ça a boosté un peu plus, notamment pendant El Niño, il faut le dire aussi, quoi. Il faut le dire. C'est-à-dire, à la fois, quand ça augmente, je dirais, dans les deux cas, il faut dire les choses, quoi. Quand ça augmente, franchement, ok, il faut le dire, mais quand on est dans une phase de plateau, un petit peu comme on a tendance à être, il faut le dire également, quoi. Voilà. Donc encore une fois, c'est clair. Puis moi, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment d'occulter sciemment, parce que pour moi, c'est fait sciemment, hein, c'est parce que ces gens-là sont pas plus idiots que d'autres, hein, d'occulter sciemment l'histoire du climat et les phénomènes de cycles climatiques qui ont toujours existé. Et je vois pas pourquoi ils n'existeraient plus. Et d'ailleurs, cette année, on le voit qu'on a quand même des récurrences au niveau phénomène atmosphérique, au niveau, par exemple, le blocage anticyclonique scandinave. On l'a expliqué la semaine dernière, c'est un phénomène cyclique qui a tendance à revenir tous les 21, 22, 23 ans. Il suffit de reprendre les statistiques, il suffit de reprendre les cartes de réanalyse pour s'en rendre compte. Voilà, alors bien sûr, c'est exacerbé sur la Scandinavie avec des températures rarement atteintes parce que on a le réchauffement climatique, mais le phénomène en lui-même n'est pas inconnu. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et ça fonctionne par cycle. Et d'ailleurs, une petite anecdote là, parce qu'on va bientôt commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Figurez-vous qu'à Paris, en été 1918, donc il y a 100 ans, il y a des jours où le thermomètre atteignait 34 degrés à l'ombre. Donc, et c'était bien avant le réchauffement climatique. C'est ça. Oui. Et voilà, non, mais tout à fait. On a eu des années, il y a 3000 ans de cela, il faisait même encore plus chaud qu'aujourd'hui. Il faisait encore plus chaud. On a eu pendant ces années-là, notamment le Groenland était vert. C'est-à-dire, il y avait il y avait plus de glace, il y avait plus de, voilà, mais il faut le dire, quoi. Il faut le dire. Oui. Parce que, de toute manière, si on écoute nos climatologues, on a l'impression que notre climat, que notre Terre, elle existe que depuis 150 ans, quoi. Ah, c'est ça. Il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis longtemps, il n'y a pas assez de recul par rapport à tout ça. Bah oui. Il n'y a pas assez de débat. Pour médias. Hein. Donc voilà, mais le débat est confisqué et il va continuer à l'être. Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, on est parti dans cette folie-là, on va dire, dans cette folie de traitement catastrophiste, alarmiste. En plus, et là, ils s'en donnent à cœur joie avec la canicule qui arrive. C'est encore pire. Dès qu'il y a un événement comme celui-là, c'est repris. Hein. Donc forcément, derrière, on va entendre que de ça pendant 15 jours. Hein. Voilà. Après, ça va prendre la suite de l'affaire Benalla. Bon, ça va nous changer un peu. Mais toutes les semaines, il y a quelque chose. Mais voilà, mais de toute manière, ne rêvez pas, les choses vont pas changer. Donc moi, là-dessus, je suis très pessimiste là-dessus. Sur la considération politique déjà de la chose, sur la considération médiatique, pour moi, ça ne changera pas. À part un miracle, ça ne changera pas. Donc je suis vraiment pessimiste pour le coup. Alors nous, ils vont sûrement faire le coup du ressenti de température, là, comme ils ont fait pour l'hiver. Ah bah déjà, il n'y a pas besoin d'eux pour le faire. Je suis désolé de balancer à l'antenne, on a la chaîne météo qui nous le fait quasiment quotidiennement. Oui, donc voilà, là-dessus, no comment. Je suis désolé, je suis pas du genre à balancer sur les confrères et les collègues météo qui sont pour pas mal aussi des amis. Hein. On a cité Alexandre Mancini qui est un ami, hein, qui s'occupe de Rhône-Alpes Auvergne Info, Météo. On a par exemple Météo Express avec qui on a très bonne relation, Météo Contact. Je peux vous en citer. Mais alors la chaîne météo là, par contre, c'est zéro pointé. Alors en plus avec ces températures ressenties, publiées sans nuance, sans explication. Voilà, déjà, il faut savoir que les températures ressenties. En rajoutant le degré. Des températures à l'ombre, alors ça c'est la moindre des choses. Il faut mettre les deux cartes. Il faut mettre les deux cartes pour être juste. Température sous abri, c'est la base pour moi. Ouais, il faut mettre température sous abri pour être juste. Et si après on veut mettre les températures ressenties, d'accord, pourquoi pas. Mais il faut expliquer quoi. Il faut mettre les deux cartes. Et après le ressenti, je suis désolé, c'est très subjectif aussi d'une personne à une autre. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est un peu surfait quoi comme approche quoi. Voilà. C'est pour moi à mon avis LCM encore une fois on va pas trop charger sur eux, mais ils nous l'a fait aussi comme ça parce que c'est avant tout du buzz bien sûr et c'est marketing voilà et c'est vendeur. Oui, non mais c'est ça, c'est faut le dire, hein. Une société privée, voilà. Il y a de la concurrence, hein, c'est comme ça.
Voilà. Bon après voilà, on va pas. Bon, c'est tout. J'ai balancé sur eux. Bon, désolé. Bon, voilà. Ça tombe sur eux, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je En regarde? même temps, avec l'affaire aussi de l'éclipse de Lune, bon, là, c'est vrai que ça fait un Ouais, peu c'était pas mal ça aussi. Elle était elle était plutôt gratinée celle-là aussi. Dire que Mars serait vu aussi grosse que la Lune. Et le pire, c'est que certains l'ont cru. Hein. Moi, j'ai vu des commentaires Oui, non, mais c'est ça. qui ont validé derrière. Hein. Donc, non, tout ça, ces informations, cette désinformation là qui est véhiculée par certains. C'est pas que la chaîne météo pour le coup. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Bah c'est vraiment, franchement, c'est très néfaste quoi. Et pour moi, c'est pas obligatoire, c'est pas de l'erreur. Pour moi, c'est fait d'une manière pour faire du buzz et du marketing. Quand c'est une erreur humaine, encore l'erreur, on peut tous faire des erreurs. Hein. Moi, le premier, je fais des erreurs. Quand c'est une erreur, encore, je trouve que quand c'est une erreur, c'est pardonnable. Franchement, hein. Quand c'est des erreurs, c'est pardonnable. On peut tous faire des erreurs. Mais quand c'est trop porté sur le buzz et le marketing, et qu'après ça a des conséquences au niveau de compréhension de la population, là, par contre, ça va pas. Ouais, non, mais c'est clair. Hein. Alors, il y a un commentaire qui est aussi une forme de question là, de Paul Auger, qui est intéressant, qui nous dit, vous disiez, donc c'était cet hiver, hein, que le bocage anticyclonique scandinave était aussi peut-être une conséquence du réchauffement stratosphérique de fin février, donc on a eu cette année. Hein. Oui, bah on en a. Alors c'est pareil, on en a parlé le week-end dernier, dimanche dernier. Mais moi personnellement, je confirme, même si je suis pas scientifique, on a eu effectivement ce réchauffement stratosphérique au mois de février qui a été précoce pour le coup, donc qui a complètement redistribué les cartes à l'échelle de l'hémisphère. Vous vous souvenez qu'au mois de février, on a eu une petite vague de froid en toute fin de mois, hein, qui reste quand même relativement anecdotique par rapport à l'histoire des vagues de froid. Mais après, s'en est suivi quand même un chamboulement important à l'échelle hémisphérique. On a eu un mois de mars qui a été relativement frais et humide et pour le coup très instable parce qu'on a eu donc avec ce réchauffement stratosphérique des afflux de chaleur à la fois dans la troposphère et dans la stratosphère qui ont fait que ça a installé aussi dans les hautes latitudes au mois de mars les hautes pressions. Donc on a eu les hautes pressions qui ont régi vraiment les hautes latitudes au mois de mars, si bien qu'on s'est retrouvé pour le coup avec un courant de jet qui a circulé très au sud au mois de mars, qui a circulé en Méditerranée. Et donc pour le coup, donc qui a fait qu'on a eu un mois de mars qui a été globalement très instable et assez frais quoi. Hein. Et cette tendance-là, c'est quand même poursuivi les mois d'après. On voit que la tendance aux hautes pressions sur les hautes latitudes existe depuis ce moment-là. Alors bien sûr avec des pauses, hein, ça n'a pas été en continu. Le mois d'avril, ça a été plutôt une pause un petit peu dans ce système-là, on va dire. Mais on a clairement eu des conséquences. Et puis on remarque au niveau phénomène cyclique, on remarque qu'il est arrivé plusieurs fois quand même qu'il y en ait des réchauffements stratosphériques en fin d'hiver précoces comme cela, donc qui redistribuent les cartes et qui après favorisent l'implantation des hautes pressions, des fois sur le long terme derrière haute latitude. Donc ça a quand même à mon avis, ça peut être une conséquence, une des conséquences, on va dire. C'est peut-être pas la seule, Voilà. Parce qu'il y a également d'autres indices et d'autres paramètres qui jouent également cette année, quoi. Hein. Voilà. Tout à fait, ouais. Alors je regarde un petit peu, bon, ça se calme un petit peu au niveau commentaire. Enfin, vous êtes encore nombreux à nous suivre, hein, malgré l'heure. Bon, il y avait quand même une remarque qui était intéressante. On nous parlait quand même du risque d'incendie dans le sud. Oui, effectivement. Bon, on a parlé de canicule, bien sûr, mais risque d'incendie est possible, hein, évidemment. Alors bon, on n'aura pas trop de vent, heureusement, dans les prochains jours, quoi. Mais bon, cependant, avec une sécheresse qui va avoir tendance à se mettre un petit peu en place en surface dans les régions méditerranéennes, effectivement, il suffit d'un mégot de cigarette, il suffit de pas grand-chose pour que ça prenne feu. Mais ça, je dirais que malheureusement, c'est une chose, je dis pas habituelle, mais qu'on peut redouter, quoi. Hein. Donc voilà. Bon, ça là-dessus. Espérons voilà, que ce soit pas aussi grave qu'en Grèce. Hein. Bah, malheureusement, la plupart des incendies sont d'origine criminelle. Là-dessus, je rêve pas, y compris en Grèce, vu ce qui s'est passé. Mais bon. Il n'y a pas. Alors, fort heureusement, on n'aura pas d'épisode de Mistral et de Tramontane important, parce que le problème, c'est que le vent, quand il souffle fort, c'est clairement dégradant, quoi. Donc, au moins là-dessus, on est à peu près tranquille. Voilà, heureusement. Alors, je regarde un petit peu. Voilà, ben le risque d'incendie, Fabien, le vois-tu prochainement? Mais je vous ai répondu, Benjamin, à l'instant. Donc voilà, il n'y a pas plus à dire là-dessus. Hein. C'est pas le risque prédominant cette année. Hein. Là, encore une fois, on insiste, c'est plus la canicule qui nous inquiète, quoi. Hein. Ça veut pas dire qu'il y aura pas isolément des petits incendies possibles, hein, mais bon,
C'est, je dirais, le lot commun des étés sur le bassin méditerranéen. Hein. C'est ça, bah oui, malheureusement. Ça fait partie des risques, hein, à cause de la chaleur et de la sécheresse principalement. Bon. Ouais. Sécheresse qui est, encore une fois, cette année, j'insiste bien, qui est très mesurée pour l'année dernière. Il faut quand même rappeler qu'en termes de pluviométrie, on est sur une année très humide sur le bassin méditerranéen, hein, globalement. Quand on va sur des secteurs comme Montpellier, notamment, et tout, également en Corse. Donc cette année, vraiment, c'est le contraire de l'année dernière sur le bassin méditerranéen. Hein. Donc, on a eu quand même des orages. Il y a pas si longtemps que ça. Donc Oui, voilà. Donc vraiment, quand on parle de sécheresse, il faut mesurer ses propos, quoi. Hein. Éventuellement une petite sécheresse de surface sur le bassin méditerranéen, mais rien de plus, quoi. Hein. oui. Mais c'est vrai que vous avez raison de spécifier ce point de détail là. C'est vrai que par rapport aux autres étés, des fois, là, comme on l'a dit, les fortes chaleurs canicules peuvent arriver dès fin mai, début juin hein, en Méditerranée. Et là, avec la séquence orageuse vraiment importante qu'on a eue au mois de juin sur une bonne partie du pays, notamment dans le sud de la France, bah, c'est vrai qu'au final, les fortes chaleurs, elles ont vraiment débuté que fin juin, début juillet. Donc du coup, un mois de moins, ça fait quand même une différence par rapport aux étés Voilà. habituels. Voilà, et puis on a eu quand même des orages. Alors les orages, c'est pas toujours bon, bien sûr, pour la nature, parce que quand c'est très violent, que ça ruisselle d'un coup et que ça provoque plus des inondations localisées qu'autre chose, bah c'est sûr que c'est pas très très bon. Mais globalement, on voit que même sur le bassin méditerranéen, on a eu quand même des passages d'orage par moment. Il y a pas si longtemps que ça, on a eu des pluies orageuses notamment. Et donc voilà, chose qu'on n'avait pas les étés d'avant, quoi. Donc il faut vraiment cette année. Encore une fois, moi je vois que ça parle pas mal de sécheresse, mais il n'y a pas de quoi focaliser tellement. Alors, par contre, la sécheresse de surface est très installée, et on le redit, on l'a dit en début d'émission, au nord de la Loire. Ça, c'est vrai. Là-dessus, par contre, il n'y a pas de discussion. Hein. Quand on voit, d'abord, il suffit de voir même sur les images satellites, on voit que, ouais, c'est bien jauni. On voit que même certains marronniers ont déjà des feuilles qui jaunissent. Voilà, bon, mais c'est encore pire quand on regarde sur les îles britanniques, par exemple, le Benelux ou la Scandinavie, hein, où là, pour le coup, comme on a déjà depuis plusieurs mois un très large déficit des pluviométriques dans ces secteurs-là, et ben là, c'est là-bas, pour le coup, c'est encore pire, quoi. Voilà. Ah ouais, carrément. Et tout ça à cause, bien sûr, encore de ce fameux blocage anticyclonique, hein, qui perdure maintenant depuis plus de 2 mois, hein, faut le dire, parce que ce fameux blocage a commencé mi-mai, quoi. Donc voilà. Donc quand on vous parle de récurrence, on vous dit le mot récurrence, on vous parle de récurrence atmosphérique, de récurrence météo, c'est pas un mot qui sort de n'importe où. Hein. Voilà. Non. Bien réel. Alors j'ai Benoît qui nous dit le souci en revenant à la végétation, c'est qu'avec les pluies en juin, a bien poussé en hauteur et maintenant bien sèche et haute, ce qui favorise le feu dans les arbres. Oui, effectivement. Oui, ça peut favoriser malheureusement. Mais bon. Après, c'est surtout le problème. Le risque, encore une fois, c'est comme d'habitude, c'est l'être humain, quoi. Il suffit qu'il balance l'humain, il faut l'homme ou la balance un mégot, et puis voilà, c'est le problème. Ah, c'est ça. Comme ça, on en revient toujours au même point. Ouais, Morgane, tu as des choses à ajouter? Rien de bien particulier à ajouter. Je crois que l'essentiel a été dit par rapport à tout ça. Voilà, on a fait un point. Sur la canicule, vraiment, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas dire plus que ce soir. C'est difficile de faire un point plus complet. Il y a encore quelques jours, on ne penserait pas que l'émission de ce soir, ça serait axé à grande partie sur cette canicule. À ce point-là, non. À ce point-là, non. Hein, c'est vrai. Il y avait encore des doutes sur la canicule il y a quelques jours, mais là, elle semble se confirmer. Alors, son intensité et sa durée. Alors, on a beaucoup parlé de canicule. Un petit mot sur les orages, parce que bon, on rentre dans une période où les orages vont se raréfier, on vous l'a dit. Donc, clairement, sur le risque orageux, on a éventuellement donc entre demain, mardi, mercredi, possiblement un risque orageux résiduel, parce que je dis le mot résiduel parce que voilà, ça entraîne quand même de disparaître plus sur les reliefs, hein, donc toujours les mêmes dans l'après-midi, Pyrénées, Alpes, peut-être Massif central, éventuellement la relief corse, avec éventuellement un risque d'averse orageuse ou d'orage d'intensité faible l'après-midi, mais très localisé. Hein. Donc ça, c'est entre demain et mercredi globalement. Encore que demain, le risque m'a pas l'air très marquant, mais bon, il faut que je vérifie. Par contre, à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec donc, comme je disais, l'installation du dôme d'air très chaud en altitude, là, par contre, on n'aura plus du tout de conditions favorables aux orages, y compris même sur les reliefs. Donc, pour le coup, on parlera plus d'orage, a priori, à partir de jeudi, quoi. Voilà. Et plus du tout. Hein.
Donc, Ah ouais, même en montagne. même en montagne. Hein. Voilà. Il y a Johan qui nous dit le mieux c'est attendre mardi pour bien voir si cela se confirme et si le flux de sud se redresse. Alors il revient un petit peu à la synoptique qu'on expliquait que l'on craignait, on va dire, avec éventuellement un flux qui se ferait davantage méridien avec un Talweg, une descente, un creux dépressionnaire qui s'opérerait sur le centre atlantique un peu plus incisif, qui permettrait l'afflux des hauts géopotentiels et des masses d'air chaud bouillantes là sur l'Europe. Donc ça effectivement sur au niveau synoptique, il va falloir qu'on attende peut-être un petit peu demain ou au mieux mardi pour y voir un peu plus clair. Et qui malheureusement si ça se confirmait, ça serait vraiment la vision la plus défavorable. Là on pourrait avoir effectivement un épisode caniculaire à ce moment-là qui pourrait se répandre à toute la France. Donc c'est ce que l'on craint ce soir. On n'y est pas encore, mais c'est ce qu'on va suivre, quoi. Hein. J'ai Damien qui me dit orage sur les Cévennes possible. Alors non, Cévennes a priori, je vois rien de particulier dans les. Non, je vois rien de particulier. Éventuellement, vraiment l'Auvergne, Massif Central. Ouais, mais pas les Cévennes, pas les Cévennes. Orage très localisé, non, rien en vue. Non, rien en vue là, pas. Et là, pour une période à mon avis assez longue, si les conditions anticycloniques s'installent fortement, que ce soit notamment en altitude, à mon avis, faut pas attendre des orages avant un bon moment. Oui, c'est ça. Même pour la semaine d'après, c'est possible parce que c'est loin quand même, oui. Mais pas dépendre, on l'a dit pas bien, la situation cyclonique, vraiment, ça va perdurer. Voilà. Le problème, c'est qu'on sait, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Donc, c'est ça qui est inquiétant. En fait. Donc voilà, donc ce qui est inquiétant, enfin bon, on va pas répéter ce qu'on a dit pendant l'émission, mais bon, moi je sais que personnellement, je suis pas du genre à être alarmiste, mais je suis assez inquiet, j'avoue. Oui, partagé aussi. Donc voilà, bon après bon, on vous tient au courant de toute manière, comme on dit, quotidiennement là-dessus, hein, là-dessus ça change pas, à travers nos publications, hein, sur Extrême Météo notamment. On peut pas malheureusement faire plus. À suivre au jour pour le jour. À suivre au jour le jour, on vous tient au courant. Voilà, je sais pas si on refera une émission ou pas. Peut-être. Météo. De toute façon, des points sont faits dès qu'on a quelque chose de nouveau à dire. Voilà. Alors nous sur Extrême Météo, moi je me fais un point d'honneur aussi à essayer de remettre les choses dans leur contexte, en perspective. C'est-à-dire que j'aime bien à travers surtout les réseaux sociaux vous dire par exemple. Bon, grâce aux données de Météo France notamment, grâce également à d'autres données, vous dire comment on se situe par rapport à tel épisode, comment on se situe par rapport au normal. Voilà, moi à mon avis, c'est très important pour la compréhension du public de le faire. C'est pas seulement se limiter à une prévision brute. Voilà, la prévision brute, ça suffit pas. Des bilans, ça c'est important. Faire des bilans. Si la population veut comprendre, pour ceux qui veulent vraiment comprendre, il faut aller au-delà simplement de la simple prévision pure et dure qu'on peut vous proposer ou que vous propose par exemple le bulletin télévisé ou d'autres, quoi. C'est savoir comment se situe, je dirais, on se situe par rapport au normal, comment on se situe par rapport à d'autres événements, voilà. Et par exemple de savoir que le mois de juillet 2017 est le troisième le plus chaud depuis 1900, je trouve que c'est une information importante. Ça permet quand même de se situer aussi, quoi. Voilà. Par rapport au siècle dernier, tout à fait. Alors, il y a encore quelques commentaires avant qu'on vous laisse doucement. J'ai Johan qui nous dit le déficit hydrique va bien se faire sentir pour ce mois de juillet. Oui, effectivement. Hein. Hormis les secteurs touchés par les orages, oui, effectivement. J'ai Suzanne qui nous a rejoint, qui nous dit avec cette chaleur, ça devient de pire en pire, c'est pas marrant. De pire en pire, je sais pas ce que vous voulez dire, éventuellement de pire en pire. Oui, effectivement, là, on est en train de monter en cadence en termes de chaleur, comme on le dit depuis le début de l'émission, avec un début d'épisode de canicule sur la moitié sud. Ouais, voilà. Donc, effectivement, oui, de pire en pire. Mais après, si vous faites une généralité, après, il faut nuancer, comme on dit, quoi. Donc, oui, effectivement, c'est pas marrant. Ça, on vous rejoint, ça, c'est clair. On compatit. Ouais. Donc, voilà, donc je pense que moi j'ai un peu fait le tour me concernant. Oui, je pense aussi, voilà. Pour ce soir en tout cas. On a fait une bonne heure et demie d'émission avec vous. On vous remercie. On vous remercie vous étiez
Merci à tous. Voilà, mais merci à tout le monde. Là, Philippe qui nous remercie, merci à vous aussi, hein, merci à tout le monde, merci pour votre fidélité. Il y en a certains et certaines qui nous suivent. Je parle d'Extrême Météo depuis très longtemps, hein, depuis le début même de la page. Il faut savoir que la page Extrême Météo, enfin la page Facebook a 3 ans d'existence. Bon, maintenant on essaye d'évoluer. On a un site internet. Bon, le site internet est un petit peu en sommeil actuellement. Il y en a des travaux à faire dessus, mais je pense qu'à partir de septembre, ça va reprendre. On a le compte Twitter aussi qui est très actif, le compte Twitter d'Extrême Météo. On vous invite d'ailleurs à vous abonner hein, si vous le souhaitez. On fait également sur le compte Twitter, c'est intéressant parce que vous retrouvez parfois certaines publications que vous ne voyez pas sur Extrême Météo. On fait des partages de publications de climatologues ou de météorologues intéressants sur différents contextes, différents concepts météo ou climatiques. Et je vous le dis, c'est intéressant. Si vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez surtout pas à vous inscrire sur le compte Twitter, quoi. Donc voilà. Puis bien sûr présent évidemment sur notre partenaire, chez notre partenaire TV local, hein, notre plus gros partenaire. Oui. Donc, voilà. Oui. Voilà. Voilà. Bah écoutez, on essaiera peut-être de refaire une émission. Je ne sais pas quand. On tiendra au courant. Hein, ouais, difficile de vous dire quand. Moi, cette semaine, ça va être compliqué pour moi. Peut-être dimanche prochain, pourquoi pas, à voir. Voilà, en espérant que, dimanche prochain. On va faire un point sur la canicule. Ben oui, en espérant qu'on ait de bonnes nouvelles à vous annoncer dans une semaine. Alors attention aussi, moi je mets toujours un bémol aussi parce que il faut aussi que les conditions techniques pour faire une émission soient réunies parce que moi je me méfie quand il fait très très chaud après. J'ai toujours peur que la connexion Internet soit, comme on l'a expliqué, et aussi des conséquences soient un peu plus déficientes et tout. Donc on fait par rapport à nos moyens techniques, bien sûr. Ouais, il faut toujours se méfier avec ça. Voilà. Et ben écoutez, moi en ce qui me concerne, je vais couper le direct sur Extrême Météo. Donc on vous remercie encore une nouvelle fois. Passez une bonne soirée, passez une bonne semaine. Protégez-vous, hydratez-vous. Et puis voilà quoi. Bon courage pour ceux qui travaillent, notamment. Voilà, c'est ça, tout à fait. Bon courage à vous tous. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci encore.